Pondération et ouverture. Dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée, le Premier ministre Laurent Fabius insiste sur sa volonté de moderniser le pays et de rassembler les Français. L'opposition demande une nouvelle fois la dissolution de l'Assemblée. Le Parti communiste s'abstiendra dans le vote de confiance qui doit intervenir ce soir. Israël sans majorité, les élections législatives renvoient dos à dos les deux grands partis et accroissent le poids politique des partis extrémistes. Un président français pour le nouveau Parlement européen, Pierre Pflimlin, démocrate chrétien, élu au second tour. Jeux olympiques, les athlètes français s'installent à Los Angeles. Parmi les espoirs, l'équipe du 4 x 100 mètres masculin. Madame, monsieur, bonsoir. Pas d'envolée lyrique, pas de vision embrasée de la société future, pas de polémique non plus. C'est avec sobriété et pondération que le nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, gommant ainsi l'image de sa jeunesse, a fait tout à l'heure devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Au même moment, le ministre d'État Gaston Defferre lisait au Sénat la même déclaration. Modernisation du pays, rassemblement des Français, c'est en termes véritablement généraux, sans trop entrer dans le détail de sa politique, que Laurent Fabius a brossé l'action de son gouvernement, applaudi par les socialistes, interrompu par l'opposition, tandis que les députés communistes, le plus souvent, restaient de marbre. Et selon la tradition, après le Premier ministre, les présidents de groupe lui ont répondu. Jean-Louis Le Senne. Sous la 4e République, on appelait cela un discours d'investiture. Même si le terme a changé, l'événement attire toujours autant de monde. Foule devant la porte, journalistes tous médias confondus dans le hall, hémicycle bondé. C'était l'occasion jadis de prononcer des discours fourre-tout. Aujourd'hui, deux mots-clés ont suffi à Laurent Fabius pour engager sa responsabilité devant l'Assemblée, rassemblement et modernisation. Je voudrais que nous sachions écouter notre société. Elle nous dit qu'elle ne veut plus d'un État lointain, indifférent, bureaucratique. Pas plus qu'elle ne voudrait, comme le proposent certains, d'un État faible et désarmé par rapport aux puissances financières. L'autorité de l'État, cela a un sens. Elle nous dit que le rôle de l'État n'est pas d'imposer ce dont le pays ne veut pas, ni d'empêcher ce à quoi il aspire, mais de rendre possible ce qui est nécessaire. À cet égard, la décision du président de la République de réduire dès l'an prochain de 1% les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, constitue une révolution tranquille. L'État a rencontré ses limites, il ne doit pas les dépasser. Seulement, le Premier ministre ne pouvait pas ne pas aborder les problèmes épineux du moment, l'école et le référendum. Là aussi, il a voulu apaiser le débat. À propos de l'école, je dirais seulement que le président de la République, en retirant le projet de loi qui avait été soumis, a pris une initiative de nature à apaiser. Le gouvernement, pour sa part, aura le souci, dans le même esprit, de régler au plus tôt les problèmes sur lesquels l'accord était bien engagé et qui d'ailleurs relèvent du simple bon sens. Quant à la question du référendum, il s'agit d'étendre le champ du référendum pour étendre le champ des libertés. Voilà exactement le débat, vous l'aurez le moment venu, et je pense pour ma part que l'acceptation de cette modification constituerait un excellent développement du champ des libertés. Tolérance mais détermination, des mots qui sont revenus à plusieurs reprises dans la bouche de Laurent Fabius, surtout lorsqu'il a annoncé que ce serait lui qui mènerait le gouvernement de gauche aux élections. Notre but n'est pas que d'ici 1986, tous les problèmes, comme magiquement et d'un coup, soient résolus. Notre but est qu'alors, nous puissions dire aux Français, nous vous avons demandé des efforts, c'est vrai. Nous vous les avons demandés parce qu'ils étaient indispensables. Nous avons toujours cherché à les répartir le plus équitablement possible. Ces efforts commencent à porter leurs fruits
Il faut poursuivre le chemin en pensant à vous, mais tout autant à vos enfants. Le peuple alors jugera dans un sens ou dans un autre, en toute liberté. Dès aujourd'hui, je souhaite qu'il sache que mon gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, n'a pas de plus haute ambition que de préparer l'avenir du pays. Claude Labbé, qui intervient immédiatement après le Premier ministre pour le RPR, ne manquera pas de revenir sur la modernisation et le rassemblement. Refus dans les deux cas de croire M. Fabius. Ne vous croyez pas investi d'une sorte de prise en charge de l'avenir français. L'avenir, Monsieur le Premier ministre, a changé de camp. La patience et le respect des institutions vous permettent d'expédier les affaires courantes, mais dans la réalité populaire, l'avenir nous est déjà confié. Le groupe socialiste sera exceptionnellement représenté aujourd'hui par le premier secrétaire du PS. Le nouveau président, M. Biardon, vient tout juste d'être nommé pour répondre à Claude Labbé sur le virage de la droite qui réclamait un référendum et maintenant n'en veut plus. Ou vous étiez sérieux et vous ne l'êtes plus, ou vous ne l'étiez pas et c'est vous qui vouliez seulement réaliser un coup politique à propos du référendum. Nouvelle attaque de l'opposition, celle de l'UDF. Rassembler, vous avez dit rassembler, c'est impossible. Par les promesses trahies, par les revirements, par les discours à géométrie variable, par le double langage, par l'incompétence et aussi par vos projets de loi sur la presse et sur l'école, vous avez progressivement cassé le ressort essentiel dont dépend l'efficacité gouvernementale, le ressort de la confiance. Restait alors à connaître la position des communistes face à cet engagement de responsabilité du gouvernement. C'est André Lajoigny qui répond, c'est l'abstention. Tout comme la non-participation des ministres communistes au gouvernement à laquelle nous avons été conduits, nous souhaitons que le vote d'aujourd'hui des députés communistes aide à la réflexion de tous. Il s'agit, en quelque sorte, d'un signal d'alarme, indiquant le danger qu'il y a à poursuivre la politique de rigueur, laquelle ne peut que conduire à l'échec de la gauche aux échéances électorales. Il est encore temps d'arrêter l'engrenage et de redresser la situation. Nous souhaitons vivement que les différences de point de vue qui ne permettent pas actuellement la poursuite de la coopération des communistes au gouvernement se réduisent et que nos propositions basées sur les engagements communs de la gauche soient prises en compte. Reprenant la parole à l'instant après les orateurs, le Premier ministre a longuement regretté l'arrogance de la droite et l'abstention communiste. Mais le vote de ce soir n'y changera rien puisque les socialistes ont à l'Assemblée nationale la majorité absolue. Le Premier ministre a en effet engagé sur la base de sa déclaration la responsabilité du gouvernement et le vote doit donc intervenir ce soir. Le Parti communiste a donc choisi l'abstention pour bien marquer ainsi la nouvelle phase des rapports au sein de la majorité. Mais en tout état de cause, Albert Duroy, sur la forme comme sur le fond, le Premier ministre a choisi un diapason bien à lui dans le discours politique ambiant. Oui, ce qui sautait aux yeux cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est un double décalage. Le premier concerne le style et la forme du débat. Un Premier ministre sobre, sec, calme, succède à un Premier ministre fougueux et volontiers lyrique. Des communistes désormais très avares de leurs applaudissements ont montré, en annonçant leur abstention, les limites de leur soutien sans participation. Des opposants qui, contrairement au précédent débat, avaient du mal à trouver des raisons de s'indigner en écoutant le nouveau chef du gouvernement. Le second décalage concerne le fond du débat. D'une part, un Premier ministre qui insistait sur tous les thèmes sur lesquels, à son avis, les Français peuvent se rassembler, qui s'employait à ouvrir la voie à des compromis sur les problèmes les plus brûlants, qui n'abordait pas les points sur lesquels les divisions semblent irréparables. Bref, un homme qui, par habileté et par conviction, cherchait un consensus. D'autre part, des leaders parlementaires, y compris celui du Parti socialiste, qui laissaient libre cours à leur goût pour la polémique, qui rappelaient avec insistance toutes les raisons que les partis ont de s'affronter, et pour trois d'entre eux, de mettre en doute les intentions gouvernementales. Bref, des hommes qui, par habileté et par conviction, privilégiaient le combat.
Ces deux attitudes recouvrent trois stratégies. Les communistes, en se démarquant, espèrent récupérer le mécontentement des électeurs de gauche. L'opposition compte sur l'affaiblissement du pouvoir pour le paralyser, puis pour le déstabiliser. Le Premier ministre, enfin, parie sur l'aspiration des Français à une pacification de la vie politique. On le voit, il n'est plus possible de réduire les derniers événements à une simple péripétie, c'est bien d'une nouvelle donne politique qu'il s'agit, mais il faudra sans doute plusieurs mois pour savoir qui a fait le bon choix. Moderniser et aussi rassembler, ce furent en tout cas les deux verbes clés du discours de Laurent Fabius, qui a même invité des parlementaires de l'opposition à travailler avec lui et avec des députés de la majorité sur deux dossiers précis, l'insécurité et l'avenir du système de retraite. À en juger par les réactions recueillies dans les couloirs du Palais Bourbon par Jean-Michel Mercurol, ce geste n'a pas séduit. Dans une démocratie, la majorité prend ses responsabilités, ce n'est pas l'opposition. Alors j'imagine que cela relève, cette proposition, du gadget. Si c'est une ficelle, elle est assez grosse. Est-ce que vous seriez candidat à un poste de parlementaire en mission? Certainement pas. Du gadget. Très réservé. D'ailleurs, de toute façon, rien ne m'a été proposé, mais je ne pense pas que l'opposition doive entrer dans ce jeu qui consisterait à partager les responsabilités de l'exécutif. Il faut que chacun fasse son travail. Je ne me pose pas la question. Je ne crois pas qu'on me le proposera, et si jamais on me le proposait, je crois que je refuserais. Je crois que ça fait partie des gadgets que propose M. Fabius. Mais si M. Fabius souhaitait éloigner par un poste de parlementaire en mission un certain nombre de personnes qui combattent la politique du gouvernement, particulièrement dans le domaine des libertés, bien évidemment, je n'en serais pas. Je ne suis candidat à rien du tout avec ce gouvernement. Absolument pas. Je suis dans l'opposition, j'ai été élu dans l'opposition. Je fais le métier que mes électeurs m'ont demandé de faire, j'exerce mon mandat, et mon mandat, c'est d'essayer de remplacer l'actuelle majorité aux prochaines élections. Première réaction syndicale au discours du Premier ministre, celle de Force ouvrière et de la CFTC, qui estiment l'une et l'autre qu'il faut maintenant discuter du pouvoir d'achat des salariés. Pas d'éléments nouveaux, estime la CGT, qui exprime ses craintes renforcées sur l'emploi. Sur le plan politique, c'est bien sûr la question du référendum proposé par le chef de l'État qui va désormais occuper le tapis. Le Sénat examinera le projet de référendum avant le 15 août. L'Assemblée nationale, elle, suspendra ses travaux du 3 au 20 août et l'examinera à son tour à la fin du mois d'août. On s'attendait à plusieurs tours de scrutin. Il n'en fallut que deux aux nouveaux parlementaires européens réunis à Strasbourg pour élire leur président. C'est un Français, Pierre Pflimlin, 77 ans, ancien président du Conseil et ancien maire de Strasbourg, démocrate chrétien, qui succède ainsi au socialiste hollandais Piet Dankert. Gérard Inet et Dominique Laury. Pierre Pflimlin à la tête du Parlement européen, ce n'est pas tout à fait une surprise. L'ancien maire de Strasbourg était donné ce matin favori dans les couloirs du Parlement. Mais il aura fallu quand même 2 tours de scrutin et de nombreuses tractations de couloirs pour qu'il emporte cette course au perchoir. Dès le premier tour, ce matin, le candidat des démocrates chrétiens, soutenu par le RPR et les libéraux de la communauté, était arrivé en tête avec 165 voix contre 123 à Peter Dankert, le président sortant et le candidat des socialistes. Le suspense restait donc entier, mais dès le début de l'après-midi, un télégramme de Margaret Thatcher faisait l'effet d'une petite bombe. La dame de fer demandait en effet aux conservateurs britanniques, qui il y a 2 ans et demi avaient fait élire un socialiste, de barrer cette fois la route aux socialistes. Pierre Pflimlin recevait aussi dans l'après-midi le soutien public de Jean-Marie Le Pen, un soutien que l'ancien maire de Strasbourg se serait sans doute bien passé. Au second tour, Pierre Pflimlin, bénéficiant de tous les suffrages de la droite, devançait de 88 voix son adversaire socialiste. Après Simone Veil, de 1979 à 1981, la présidence du Parlement européen est revenue à un Français pour 2 ans et demi. Âgé de 77 ans, le démocrate chrétien Pierre Pflimlin, le nouveau président du Parlement européen, a une longue carrière politique derrière lui. En 1945, première consultation électorale, il est élu député du Bas-Rhin à l'Assemblée constituante, puis président du MRP et maire de Strasbourg. En 1958, il est président du Conseil. De 1946 à 1962, il compte 10 portefeuilles ministériels.
C'est un Européen convaincu, un Européen de longue date. En 1952, il occupait déjà dans le cabinet Edgar Faure le poste de ministre d'État chargé du Conseil de l'Europe. 10 ans plus tard, il démissionne du premier gouvernement Pompidou lorsque le chef de l'État brocarde l'idée d'une communauté européenne supranationale. Une élection législative partielle en France prévue à l'automne, dont le résultat peut paraître acquis, mais qui fera date dans la vie politique française. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing se présentera en effet dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme, puisque le député-maire de Chamalières, Claude Wolff, devenu parlementaire européen, a démissionné de son siège à l'Assemblée. Monsieur Giscard d'Estaing devrait donc retrouver pour le débat budgétaire de l'automne le siège de député qu'il avait occupé pour la première fois il y a 28 ans. La politique israélienne ou la démocratie parlementaire dans tous ses états et même dans ses excès, les élections législatives d'hier, des élections à la proportionnelle intégrale, n'ont fait qu'aggraver la paralysie du système politique israélien. Selon des dernières estimations, aucun des 2 grands partis n'obtient, c'était prévu, la majorité absolue, mais surtout l'écart entre le Likoud du Premier ministre Shamir et le Parti travailliste, cet écart est si faible qu'on voit mal comment ils pourront l'un ou l'autre former un gouvernement. De Jérusalem, Didier Eppelbaum. Ils sont euphoriques, pourtant ils ne sont qu'en 2e position. La droite, le Likoud, explose de joie car elle a évité la catastrophe que lui prédisaient les sondages. Il est 22h30, la télévision israélienne annonce que la droite n'a que 3 sièges de retard et qu'elle peut former une coalition. Les travaillistes sont en tête, mais ils savent que c'est l'échec. La fête au champagne qui devait se dérouler ici est annulée. Pour Shimon Peres, former une coalition gouvernementale est une mission quasi impossible. Le peuple d'Israël nous a bouleversés, il nous a divisés. Et j'ai peur que nous serons obligés, dans quelques mois, d'aller encore une fois aux élections. 3 heures du matin, à l'état-major du Likoud, le Premier ministre Shamir a attendu la confirmation des projections de la télévision. Il fait une entrée triomphale. Nous avons vaincu la coalition des gauchistes, dit-il, des défaitistes et des médias. Le Likoud va continuer. Si le Likoud pourrait, alors il formera un gouvernement d'unité nationale. Je suis sûr que le peuple le désire. Et sinon, on va faire le mieux. Est-ce que vous êtes surpris par cette quasi-victoire? Je ne suis pas surpris, mais je suis content. Mais les sondages donnaient des prévisions différentes. Oui, alors ça arrive souvent. Est-ce qu'à votre avis, les élections ont servi à quelque chose? Et oui, évidemment, ils ont servi à montrer que la base du Likoud était une base réelle, non pas une chimère qui appartenait à M. Begin ou quelque chose comme ça, et que le peuple israélien commence à comprendre quelque chose à la politique. Ce sera un gouvernement très faible, mais qui pourra plus tard, s'il ferait coalition avec le Mara, chose qui sera... Avec les travaillistes? Avec les travaillistes. Ce qui pourrait être très difficile, mais je le souhaite. C'est-à-dire que vous souhaitez un gouvernement d'union nationale, c'est ça? De tout cœur. Vous êtes déçu? Un peu, oui. Parce que malheureusement, ça n'arrangera absolument rien du tout. La situation est déjà assez grave par elle-même et il faudrait donc attendre, voir exactement comment ça va se décanter. Les 2 principales formations politiques renvoyées dos à dos, ce sont en fait les petits partis, au nombre de 12, qui font figure de vainqueurs même s'ils remportent séparément peu de sièges. Un homme est ainsi élu, un rabbin, pourtant connu pour ses positions antidémocratiques et emprisonné plusieurs fois pour appel à la violence anti-arabe. Son parti et les autres partis religieux vont plus que jamais jouer les arbitres de la démocratie israélienne. Paul Naon. Voici les durs d'Israël, ces hommes et ces femmes qui dansent fêtaient hier soir la victoire de leur idole, le rabbin Meir Kahana. Meir Kahana va pour la première fois faire son entrée au Parlement. Son programme politique est simple, expulser l'ensemble des Arabes du territoire d'Israël par la persuasion ou par la force. Le rabbin Kahana a déjà été emprisonné plusieurs dizaines de fois pour incitation à la violence. Quel que soit le futur Premier ministre, il devra compter avec le rabbin Kahana et plus généralement avec les petites listes, le faible score des 2 grands partis ne leur donnant pas la possibilité de former à eux seuls un gouvernement.
Plus que jamais, ces petits partis pèseront lourdement sur le futur gouvernement israélien. Ils seront aussi en mesure d'exercer un véritable chantage sur le prochain Premier ministre. Ce chantage a d'ailleurs commencé puisque le rabbin Meir Kahana vient d'adresser un ultimatum au Likoud en échange de son soutien. Il demande l'amnistie de tous les membres du réseau terroriste juif récemment arrêté. Le Premier ministre, quel qu'il soit, sera donc obligé d'accepter les extrémistes de tous bords. La situation est bloquée car aujourd'hui, aucun des deux grands leaders n'est en mesure d'assurer une politique claire, aussi bien au Liban qu'en Cisjordanie. Cependant, l'élection de ces petits partis est le reflet d'une opinion publique déçue par le discours des vieux chefs traditionnels, sans grand charisme et usés par les batailles politiques. L'émergence de ces petites formations est également le résultat d'un système à la proportionnelle intégrale, où pratiquement chacun a sa chance et qui paralyse totalement la vie politique. Mais après tout, le pays était divisé, il a rendu un verdict électoral divisé. À l'étranger, les réactions aux premiers résultats des élections israéliennes restent prudentes. Washington ne fait pas de commentaires. L'Égypte souhaite la poursuite du dialogue, quelle que soit l'équipe au pouvoir. Pour Moscou, la politique étrangère israélienne demeurera tout aussi anti-arabe, quelle que soit l'issue des élections. Les marchés monétaires ont la fièvre, le dollar continue de flamber, à Paris comme ailleurs. Il a coté près de 8 francs 84 aujourd'hui à Paris. Il grimpe aussi par rapport aux marques et aux francs suisses. La clé de ces nouveaux records, la reprise économique américaine. Le crédit gratuit en France, c'est fini, ou plus exactement la publicité en devient interdite. La réglementation qui est entrée en vigueur aujourd'hui va en effet empêcher les magasins, surtout les grands magasins qui faisaient campagne sur ce thème, d'offrir à leurs clients des facilités de crédit à titre gratuit, ce qui, estime-t-on au ministère de la Consommation, pénalisait jusqu'ici ceux qui payent au comptant. Frédéric Blassel. Plus jamais vous entendrez parler de crédit gratuit. Comme vous venez de l'entendre, le crédit gratuit est désormais banni du vocabulaire de la publicité. Cette forme de crédit change en raison d'un arrêté ministériel. Une mesure qui découragera les grands magasins de poursuivre ces campagnes promotionnelles en faveur du crédit gratuit. Mais les distributeurs de la distribution ne baissent pas les bras. On regrette un peu ces dispositions qui étaient pour nous un moyen périodique de nous ramener un peu de clientèle. Enfin, cela dit, on va se soumettre aux nouvelles dispositions gouvernementales et bien sûr on trouvera d'autres possibilités pour attirer à nouveau la clientèle, d'autres opérations. La raison de cette suppression est simple. Ce crédit, gratuit pour les clients, était payé par le distributeur. Le coût du crédit était répercuté sur l'ensemble de la vente. Les mesures prévoient, premièrement, aucune publicité hors des points de vente. Deuxièmement, l'acheteur qui paiera comptant bénéficiera d'une ristourne de 10 à 20%. Les organisations de consommateurs estiment que le crédit gratuit est une forme de publicité comme une autre. Elles s'étonnent donc que le crédit gratuit fasse l'objet d'une telle mesure. Je ne vois pas très bien l'intérêt de supprimer d'intérêt une publicité qui annonce une opération de promotion. Si on fait une opération de promotion dite de crédit gratuit, c'est normal que le consommateur en soit informé. C'est la même histoire qu'autrefois, les rabais sur l'essence, on n'avait pas le droit de faire de la publicité en dehors des lieux de vente. C'est complètement ridicule ça. Il est vrai que le crédit gratuit était payé par l'ensemble des acheteurs d'autres produits. Les pouvoirs publics ont voulu rétablir l'équilibre. Un avantage équivalent à celui du crédit gratuit est maintenant offert pour ces produits payés comptant, c'est la ristourne. Pas de commentaires du côté des banques et des sociétés de crédit. Elles attendent, disent-elles, des précisions de la part du ministère de l'économie et des finances. La suppression du crédit gratuit pénalise les petits budgets. Ils pouvaient jusqu'alors s'offrir une salle à manger ou un congélateur grâce à cette facilité de paiement. Les commerçants, de leur côté, estiment que cela va donner un nouveau coup de frein à la consommation. En Corse, mise en liberté aujourd'hui de deux nationalistes inculpés d'apologie du crime et incarcérés depuis la mi-juin à Marseille. Alain Orsoni et Léo Battesti s'étaient félicités du règlement de compte dans la prison d'Ajaccio en juin dernier. À Ajaccio, 2 attentats à l'explosif la nuit dernière. Les dégâts sont peu importants. Gaëtan Zampa est proche de la mort, c'est ce que déclarent ce soir ses médecins. Le caïd marseillais, emprisonné au Baumettes, a essayé pour la 2e fois de se suicider la nuit dernière. Sa femme, qui est inculpée elle aussi de malversation dans la gestion de plusieurs boîtes de nuit de la région marseillaise, sa femme a été libérée aujourd'hui pour prendre soin de son mari et de leurs enfants. Bruno Laudreff. Madame
Dès sa sortie de prison, Christian Zampa s'est précipité au service de réanimation de l'hôpital Salvatore, où son époux fait l'objet de soins intensifs. Selon les médecins, il serait dans un état proche de la mort. Hier après-midi, Gaëtan Zampa s'est pendu dans sa cellule. Son compagnon de détention a donné l'alerte. Une trachéotomie a été effectuée sur place, mais Zampa souffre toujours de graves problèmes respiratoires. Dans le milieu marseillais, on a jusqu'à maintenant toujours considéré Zampa comme un caïd. Hier, le caïd a craqué. Le mythe Zampa a commencé de s'effriter le 27 novembre dernier. Après 30 ans d'activité, le parrain marseillais, que l'on disait intouchable, est finalement arrêté par la brigade financière. Il est inculpé d'abus de biens sociaux et incarcéré. Son premier échec. Il ne l'a pas supporté. À Los Angeles, des centaines de sportifs et leurs entourages s'installent dans les quartiers olympiques. Les Jeux, vous le savez, seront ouverts samedi prochain. Parmi les athlètes français qui peuvent remporter quelques médailles, des coureurs, l'équipe du 4x100 mètres masculin. Henri Elie. Le relais français brille depuis quelques décennies sur la scène mondiale. Champion d'Europe en 66, 69 et 74. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques, Mexico 68, Moscou 80. À Los Angeles, c'est le doute. L'équipe, si forte soit-elle, n'a pas encore atteint les automatismes nécessaires pour faire une belle carrière. Leur entraîneur, Patrick Bourbeillon, nous la présente. Au départ, nous aurons Antoine Richard qui a réalisé 10 secondes 26 au 100 mètres. Il effectuera donc le premier parcours de ce 4x100 mètres. En deuxième position, nous avons Jean-Jacques Bousmar qui a réalisé 10 secondes 33 centièmes. Dans le deuxième virage, Marc Gasparoni qui a pour record personnel 10 secondes 36. Et enfin, qui terminera ce relais, Bruno Marie-Rose, le champion de France, qui a réalisé 10 secondes 29 centièmes. Le relais se porte pas trop mal en ce moment, il ne faut pas se plaindre. C'est difficile d'avoir 4 garçons en forme au même moment. Et pour les entraînements de relais et surtout les compétitions, c'est assez difficile de mener à bien cette préparation. À Thonon, ils ont répété des dizaines de fois le passage de témoins sans oublier leur entraînement personnel. 3 d'entre eux disputeront en effet en dehors du relais le 100 ou le 200 mètres, voire même comme Bousmar les 3 épreuves. Los Angeles, mot magique, représente pour les uns une consécration. Pour le grand nouveau Bruno Marie-Rose, simplement un début. Il faut bien commencer un jour et c'est tombé la bonne année. Il y a 4 ans, Moscou, ça a été raté de très peu. Et puis bon, cette année, Los Angeles, j'arrive à maturité dans mon sport et je suis content. C'est dur de garder sa place. Il faut le prouver, de toute façon, à chaque compétition. J'espère qu'on arrivera en finale et même avoir une médaille. L'heure n'est pas à la rêverie, mais bien au réalisme. Ils seront à Los Angeles pour accéder à la finale, rien de plus. Ce jour-là, dans les starting blocks, ils auront à leur côté les inévitables Américains, mais aussi l'Italie, la RFA et la Jamaïque. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, tant mieux, mais dans certaines régions de France, et pas seulement pour les Bourguignons, le climat est parfois trompeur. Ainsi, dans les Vosges, la tempête du 11 juillet dernier a laissé des traces. Le nouveau secrétaire d'État à la prévention des risques naturels, Haroun Tazieff, s'est rendu sur les lieux aujourd'hui. Pascal Guimard. La tempête dans les Vosges, 12 000 hectares de forêts dévastées, une centaine de communes touchées, 2 millions de mètres cubes de bois détruits, la principale ressource de la région. C'était le 11 juillet dernier. Ce matin, Haroun Tazieff rencontrait les élus locaux. Le secrétaire d'État aux risques naturels a jugé catastrophique la situation du département et souhaité une meilleure coordination entre les ministères concernés. Un espoir pour les agriculteurs. Qui ont leur foin, qui ont leur récolte, qui ont leurs bêtes, qui ont leur famille à loger, c'est immédiat, il faut qu'on le fasse tout de suite. Et nous allons le faire, Au-delà de l'aide d'urgence, reste le problème des assurances contre les calamités. Les responsables vosgiens souhaitent le déblocage d'avance avant le règlement définitif des dossiers. Dans le Gers, l'Ariège et l'Aveyron, la sécheresse menace. Attention donc à ne pas gaspiller l'eau. Alain Gillot-Pétré va nous prodiguer ses conseils pour demain avec 2 pochettes. Oui, une pochette rouge pour la chaleur, une pochette grise pour les nuages, et bien pour la sécheresse, mais vaut mieux qu'il pleuve. Orage, deuxième service, regardez la photo satellite. Ils ne seront pas terribles ces orages.
Ils sont là, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Ils vont se réactiver, parce qu'il y a de l'air froid qui arrive derrière, ils vont se réactiver avec l'air chaud qui est devant. Donc demain, sur l'ouest, des orages, à midi sur le centre, et le soir sur l'est. Regardez la carte, c'est aussi simple que cela, c'est classique. En milieu de journée, vous aurez une ligne d'orage alternante avec des éclaircies au milieu de la France. Avant et après, ce sera dans l'ensemble du beau temps. Et beau temps de toute façon sur la Méditerranée, sauf le soir. Côté température, c'est la baisse, mais ça reste bien agréable. De 22 à 26 degrés sur la moitié nord et de 24 à 31 degrés sur la moitié sud. Vous voyez que c'est bon. Demain, mercredi 25 juillet, maintenant on peut voir l'incruste. Lever du soleil, 6h14, coucher, 21h38. C'est la Saint-Jacques, le patron des pharmaciens, et c'est la Saint-Christophe, le patron des voyageurs. C'est le moment avant Bison Futé. À 23h10, Roger Isabelle vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi avec Daniel Biladian. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.